Bonjour, nous recevons Pascal Durand. Bonjour. Vous venez de prendre votre retraite. Vous avez été directeur du Crédit Mutuel de la Confédération. Alors expliquez-moi, parce que c'est CMC, il y a eu la fusion entre le Crédit Mutuel et le CMC. Non, pas exactement. Le CIC, pardon. Non, il n'y a jamais eu de fusion. Non, en fait, le groupe Crédit Mutuel est un groupe coopératif et il répond à des exigences du Code monétaire et financier. Le Code monétaire et financier a organisé les 3 grands groupes coopératifs bancaires français selon une règle de consolidation autour d'un établissement qui s'appelle l'organe central et qui porte en fait des responsabilités prudentielles particulières. Donc le Crédit Agricole, il a son organe central qui s'appelle CASA, Banque Populaire, Caisse d'Épargne, ils ont un organe central qui est BPCE-SA. Et pour le groupe Crédit Mutuel, l'organe central, c'est la Confédération nationale du Crédit Mutuel que j'ai dirigée pendant 3 ans. Voilà. D'accord. Bon, il n'y a pas eu de... Alors, je fais une confusion totale sur le titre. Oui. C'est Crédit Mutuel 11, pourquoi? Parce qu'il y a 11 fédérations? Oui, il y en avait 11, parce que maintenant ils sont passés à 13. Alors Ouais. en fait, ce qui était appelé CM11, c'est... l'entité qui est née à Strasbourg, qui est le Crédit Mutuel Centre-Est Europe, et autour du Crédit Mutuel Centre-Est Europe, se sont agrégées plusieurs fédérations. Donc au nombre de 11, et d'ailleurs il s'est rebaptisé Alliance Fédérale. Et en fait, c'est le Crédit Mutuel Centre-Est Europe, c'est cette alliance fédérale qui porte le CIC. Le CIC est une filiale de l'Alliance fédérale, puisqu'en fait, ils ont racheté le CIC en 1998. D'accord. Voilà. On reboucle le système. Alors, comment est-ce que vous êtes entré en mutualisme? Vous avez dirigé aussi une fédération dans Normandie, non? Oui, j'étais directeur général du Crédit Mutuel Maine-Anjou-Basse-Normandie, qui est un crédit mutuel historique aussi. Alors, la réalité du Crédit Mutuel, elle est complexe, parce que le Crédit Mutuel, il est né d'une philosophie... on peut dire c'est le catholicisme, c'est la philosophie de la doctrine sociale de l'Église. Et il est né à l'Est, il est né à l'Ouest. Donc en fait, vous avez au sein du Crédit Mutuel des entités puissantes à l'Est et puis des entités puissantes à l'Ouest. À l'Ouest, vous avez bien entendu le Crédit Mutuel de Bretagne, le Crédit Mutuel Maine-Anjou-Basse-Normandie, le Crédit Mutuel Océan et puis le Crédit Mutuel Loire-Atlantique Centre-Ouest, qui sont des fédérations qui ont plus d'un siècle, qui sont des fédérations solides, bien capitalisées. Et puis, vous avez le reste de la France où le Crédit Mutuel est apparu beaucoup plus tard. Ce qui explique d'ailleurs ces besoins de regroupement qui ont été nécessaires, notamment parce que les fédérations jeunes avaient peu de fonds propres, peu de parts de marché, et se sont regroupées essentiellement autour de Strasbourg. Alors, la volonté de sécession d'Arkéa, de Crédit Mutuel, anciennement Crédit Mutuel de Bretagne, a débuté sous Michel Lucas, elle s'est poursuivie avec Nicolas Terry, sous Nicolas Terry, puisque oui. C'est pas lui qui en est à l'initiative, mais Jean-Pierre Denis. Est-ce que ça a profondément perturbé la Confédération ou pas? Oui, bien sûr, puisqu'en fait, on a eu à gérer... énormément de problématiques judiciaires, puisque en fait, le Crédit Mutuel Arkéa s'appuyait sur le fait que l'organe central du Crédit Mutuel a une particularité, c'est qu'il a été conçu sous forme associative. Et en fait, l'évolution de la législation européenne en matière d'établissement de crédit, notamment la création de l'union bancaire en 2012, poser la question de savoir si un organe central qui est en charge de missions prudentielles, un organe central, c'est un peu la banque centrale du réseau. Mission prudentielle, pour faire simple, ce sont les règles qui ont été instaurées, d'ailleurs renforcées par le protocole de Bâle, sur le fait qu'une banque doit avoir des liquidités en réserve en cas de crise. On garantit la liquidité financière. Et la solvabilité du réseau. Bon, donc c'est l'organe central qui organise tout ça au sein d'un réseau de banques régionales. Donc ça vous a perturbé. Dans un premier temps, on avait un peu le sentiment que la Confédération restait inerte. En tout cas, en termes de communication. Vous n'avez pas organisé, contrairement à Arkéa, des manifs sous les fenêtres du ministère des Finances à Bercy. Par contre, Nicolas Terry a veillé, je crois, à consolider juridiquement la structure dont il est le président. Bien, on a fait un gros travail sur le plan judiciaire, puisqu'en fait... le Crédit Mutuel Arkéa, Jean-Pierre Denis en l'occurrence, contestait la réalité de la marque Crédit Mutuel. Donc il a fallu établir sur le plan judiciaire que la marque Crédit Mutuel avait une réalité. Contestait le fait que
un organe central sous forme associative puisse valablement superviser un réseau, ce qui a été acquis sur le plan judiciaire, et ainsi de suite. Donc, sur le plan juridique, aujourd'hui, la Confédération a une vraie assise juridique, elle est confortée dans ses missions. Et donc, la problématique... Alors, est-ce que la décision de la Banque Centrale Européenne constitue un tournant ? C'est une confirmation, puisqu'en fait, c'est un vieux processus. Jean-Pierre Denis avait contesté dès 2015 la capacité de la Confédération de superviser le Crédit Mutuel Arkea. Alors, il s'en est suivi que c'était une décision de la Banque centrale. Donc, il a attaqué la décision de la Banque centrale. Il a fait un recours gracieux qu'il a perdu. Il a fait un recours devant une première juridiction européenne. Et la dernière décision, c'était la Cour de justice des communautés européennes qui a confirmé en fait la décision. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur le fait que la Confédération soit bien légitime à superviser l'ensemble du groupe Crédit Mutuel. Est-ce que le projet de Jean-Pierre Denis constitue en soi une menace de privatisation à long terme? Est-ce qu'il pouvait mettre fin au caractère coopératif de la banque Arkea? La sortie du Crédit Mutuel Arkea, ce sera un vrai précédent. Il y a un sujet qui est complexe, c'est que la solidité du modèle coopératif bancaire français est fondée sur cette notion d'organe central, qui est une institution originale en France, puisqu'en fait, elle garantit de manière irrévocable la solidarité entre tous les membres. Les autres pays de la zone euro ont des mécanismes différents, mais moins puissants. Ce qui veut dire que s'il y a un acteur qui sort, il va y avoir des vraies questions sur la solidité de cette conception de l'organe central. Et ça crée un précédent qui peut être compliqué pour d'autres réseaux coopératifs. On a un peu l'impression d'une impasse. Est-ce qu'un compromis est encore possible? Je pense aujourd'hui, la meilleure des choses serait une intervention du législateur. Parce que on sent bien que le texte qui fonde l'organisation du Crédit Mutuel, c'est un texte de 1958. Or, depuis 1958, les choses ont considérablement évolué en termes d'organisation bancaire, de législation bancaire. Je pense qu'aujourd'hui, la meilleure façon de consolider le système serait une intervention législative. Alors, de deux choses l'une, c'est pour X, Y raison, qui serait compliqué à expliquer, maintenir Arkea dans le sein du groupe Crédit Mutuel relèverait d'une complexité importante. Et à ce moment-là, il faudrait que le législateur, le plus simple, c'est qu'il sépare. Il sépare via la loi. On va peut-être pas s'étendre indéfiniment voilà. sur ces complexités juridiques, d'autant que vous avez tourné la page. Voilà. Mais je voulais avoir votre avis parce que vous avez participé à ces grandes manœuvres qui ont quand même occupé l'actualité économique bretonne pendant des mois. Aujourd'hui, vous êtes en retraite, mais pas inactif. Vous vous intéressez beaucoup au rétablissement des personnes en situation de handicap psychique. Il y en a plusieurs millions en France, c'est presque un Français sur 5, c'est énorme. Et il y a d'énormes réticences culturelles pour y pallier, même si la médecine a fait de gros progrès. Oui, tout à fait. C'est que je me suis intéressé à ce sujet-là. Et quand on regarde ce qui se passe dans les pays étrangers, notamment, il y a l'exemple du Canada qui est intéressant, les pays nordiques. Ce qui prévaut dans l'approche des troubles psychiques, c'est l'approche dite du rétablissement. C'est-à-dire qu'en fait, on va considérer une personne qui a eu des troubles psychiques. Alors, il faut préciser ce que c'est. C'est que dans sa vie, une personne sur 5 aura des troubles psychiques. Bon. Une personne qui a eu des troubles psychiques et qui a une maladie mentale, on va approcher cette maladie mentale comme une maladie chronique. Alors je dirais que c'est un peu la même chose, parallèle avec le diabète. C'est quelqu'un qui est diabétique, il a une maladie chronique. Il peut vivre tout à fait normalement tant qu'il fait des tests d'insuline et qu'il fait bon. Aujourd'hui, en fait, les progrès de la médecine nous permettent de stabiliser ces personnes en situation de trouble et, je dirais, elles peuvent accéder à une vie normale à condition qu'elles suivent leur traitement. Donc c'est cette approche du rétablissement qui va être une démarche personnelle, de dire oui, effectivement, j'ai eu un accident psychique, que ce soit une dépression, que ce soit une schizophrénie. Mais je me soigne.
mais je me soigne et je peux accéder à une vie normale et satisfaisante. Alors, vous travaillez sur un projet d'incubateur en Mayenne. Vous êtes très intéressé par une structure qui s'appelle Clubhouse, Ouais. qui vient des États-Unis ou du Canada, et vous aimeriez bien, si c'était possible, un jour en monter une en Bretagne. Oui, tout à fait. Alors, Clubhouse, c'est une structure qui est née il y a 70 ans aux États-Unis. Et en fait qui favorise le retour à l'emploi des personnes en situation de handicap psychique. Alors, pour résumer le concept de Clubhouse, c'est un petit peu un espace de coworking où des personnes qui sont en situation de handicap et qui s'inscrivent dans un parcours de rétablissement personnel vont venir et vont participer à un centre de travail collectif, co-géré avec eux. Hein. Il y a des permanents et des membres qui co-gèrent ce centre et en fait qui s'inscrivent dans une démarche de retour à l'emploi, de reformation, voilà. Et donc qui reconstruisent leur vie et la finalité étant de retrouver un emploi, de se réinsérer dans la société, puisque je pense, moi, j'ai la conviction que le travail est un instrument de socialisation fort. Qu'est-ce qu'il faut dire à tous ces parents, finalement, qui sont parfois un peu désespérés ou paniqués par une crise d'adolescence qui va au-delà de la crise d'adolescence, puisqu'elle prend une tournure psychique, désastreuse d'ailleurs, avec parfois des violences. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Patience, le soutien de la famille reste essentiel. Faites-vous bien aider par la médecine, par les médecins? Oui, le soutien de la famille est essentiel. La première chose, c'est il faut avoir, et je pense que c'est une décision qui est compliquée à prendre, il faut avoir le courage de se dire à un moment donné avec son enfant, il ne va pas bien. Il faut le faire hospitaliser. Il faut le faire hospitaliser. Il faut prendre cette décision-là, et après, il faut avoir aussi conscience que c'est long. C'est long parce que une personne qui a un choc psychique, elle va souvent, une fois qu'elle s'est stabilisée, enchaînée par une phase de dépression profonde. C'est-à-dire qu'en fait, elle se dit, OK, j'avais un projet de vie, et puis ce projet de vie s'est effondré parce que j'ai eu ce... Donc il faut reconstruire. Il faut reconstruire, et je crois que la famille, elle a un rôle fondamental, c'est d'aider à reconstruire. Et surtout, il faut sortir du déni. Alors, des problèmes majeurs des maladies psychiques en France, c'est cette problématique de la stigmatisation de ce qu'on appelle la folie, en fait, qui est très stigmatisée. On imagine des personnes dangereuses et ainsi de suite. Ce qui est faux, puisqu'en fait, quand on regarde les statistiques, le passage à l'acte, par exemple, des schizophrènes est nettement inférieur à celui des personnes normales. Donc, il faut sortir déjà de ce schéma de stigmatisation, et surtout, ce qu'il faut dire aux parents, c'est que même si c'est compliqué, même si c'est long, on s'inscrit dans un temps long, on s'inscrit avec des hauts et des bas, parce que c'est pas linéaire. Ces personnes peuvent vraiment aujourd'hui accéder à une vie normale et à une vie heureuse. Très bien. On en reparlera, c'est un sujet complexe, on fera une émission sur la question, vous reviendrez nous voir. Merci Pascal Durand. Merci. Merci d'être venu dans nos studios. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité sur TBO et TB Sud. À très vite.